22h à Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Au sommaire de ce journal. La primature, le Premier ministre a visité le chantier de taille de pierre aujourd'hui. Et lancement par le ministère de l'Éducation nationale d'un vaste programme de formation pour les jeunes. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Visite du terrain sur le lancement du programme de taille de pierre. Le Premier ministre Abdelkader Kamil a effectué ce mercredi une visite de terrain sur le site de taille de pierre à l'ouest de Agadir. Cette visite s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État chargée de la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, et également des responsables de l'agence djiboutienne des routes et de nombreux techniciens. Sur place, les exploitants et les bénéficiaires de ce programme ont accueilli chaleureusement le Premier ministre et la secrétaire d'État sous un tonnerre d'applaudissements. Le but de cette visite sur le terrain était de constater de visu le lancement du programme de taille de pierre et de voir aussi la situation des bénéficiaires de ce programme initié par le président de la République pour endiguer le chômage et favoriser ainsi le savoir-faire local. Et puisque les exploitants de taille de pierre ont bénéficié de 147 autorisations ou agréments et qui ont été délivrés individuellement par la direction de la solidarité et 735 kits composés de ciseaux, marteaux, équerres, pieds à coulisses, gants et lunettes de protection ont été distribués à tous les tailleurs de pierre pour améliorer leurs conditions de travail. Le Premier ministre a eu des échanges directs avec les exploitants et les bénéficiaires de ce programme qui ont soulevé certains points concernant la formation des tailleurs et d'être davantage encadrés par les autorités. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des capacités des tailleurs de pierre opérant dans la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre appelés HIMO, a-t-il exprimé. Et la secrétaire d'État à la solidarité nationale a indiqué que c'est une action qui s'inscrit dans le souci de la politique gouvernementale visant à promouvoir les matériaux locaux dans une logistique de développement durable et de création d'emplois. Nous l'écoutons. Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes ici dans l'ouest d'Agadir pour visiter le projet de taille des pierres qui a été initié par le président de la République il y a de cela 3 années. Ce programme, c'est un programme qui a permis, un vrai programme de lutte contre la pauvreté, qui a permis d'employer en l'espace de quelques années plus de 2800 tailleurs qui ont profité tous les jours de ce programme de production de la pierre taillée. Comme vous le savez, la pierre est une ressource illimitée dans notre pays et l'ingéniosité du président de la République, c'est d'avoir pu mobiliser toutes les énergies et convaincre les Djiboutiens que tailler la pierre, c'était rentable. Tailler la pierre, ça permet de faire vivre une famille, c'est mieux qu'un travail journalier. Et le programme que nous sommes aujourd'hui venus visiter, c'est un programme très important. Toutes ces pierres que vous voyez ici, toutes ces personnes sont des personnes qui demain vont eux-mêmes avoir une autonomisation financière. Il y a même des femmes qui ont profité de ce projet de taille des pierres. Donc nous espérons que vraiment beaucoup plus de Djiboutiens puissent venir produire eux-mêmes la pierre taillée. C'est un programme de réduction de la pauvreté qui a eu son impact et la pierre ainsi taillée sera utilisée pour poser des pavés, des routes en pavés dans les quartiers de Djibouti-Ville, Balbala. Je tiens aussi à souligner que ce programme de pierre taillée se déroule aussi dans les régions de l'intérieur. Nous avons ouvert des sites de production dans les 5 régions. Nous avons donné des agréments à des producteurs dans les 5 régions et j'encourage vraiment les habitants des régions à profiter de ce programme qui est un programme novateur, un programme à haute intensité de main-d'œuvre et qui permettra au plus grand nombre de Djiboutiens de profiter d'un emploi digne et un emploi stable. Je vous remercie. Et à présent, écoutons les réactions du Premier ministre qui s'est exprimé devant les bénéficiaires et qui était ravi de l'accueil qui lui a été réservé. Écoutons-le. C'était d'abord pour voir un petit peu les tailleurs de pierre, les gens qui travaillent ici. Et je vois effectivement qu'il y a déjà pas mal de pierres qui vont servir de pavés pour les routes. Et ce travail est fait par des gens. Et apparemment, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui travaillent. Et il y a aussi des diplômés qui travaillent la pierre. Bon, c'est une bonne chose. Nous, on va assurer ce qu'on appelle la formation des gens pour qu'effectivement les pierres soient de taille acceptable, pour qu'on puisse les mettre sur les routes et les ruelles.
Et deuxième chose aussi, nous voulons que ces gens-là bénéficient aussi des assurances maladie. Et ils doivent bénéficier des mêmes avantages que les autres catégories de travailleurs. Ça, c'est une chose. Les tailles de pierre, ce n'est pas un métier dégradant. Au contraire, c'est un métier. Vous voyez que toute l'Europe est faite de ces pavés, les ruelles. C'est maintenant qu'ils mettent le goudron, mais avant c'était que des pavés. On veut que tout le monde participe. C'était dans les titres cérémonie de formation de permis de conduire. Le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'Intérieur, Dr Jamal Meouki et Hassan Omar Mohamed, ont co-présidé aujourd'hui une cérémonie de lancement de formation en conduite dans les régions de l'Intérieur. L'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple a vu la participation des préfets et présidents de 5 régions de l'Intérieur ainsi que les responsables d'auto-écoles de la place et des chefs d'entreprise partenaires dans ce programme de formation. Les jeunes bénéficiaires de la formation, au nombre de 500, sont tous issus des 5 régions de l'Intérieur, ont vécu avec ferveur et enthousiasme la belle cérémonie rondement menée par les officiels du MEMFOB. Au programme de la cérémonie, des moments de lyrisme et de gaieté avant la projection d'un court-métrage qui a retracé la série de formations courtes et modulaires inscrites de l'agenda du MEMFOB. Dans la feuille de route du gouvernement, la lutte contre le chômage des jeunes passe aussi par la formation professionnelle et les métiers d'avenir qui s'offrent aux jeunes sans diplôme ni qualification. Les deux ministres ont appelé les jeunes à tirer le meilleur parti des formations qui lui ont été offertes et accordées. Et le ministre de l'Intérieur Hassan Omar a prononcé une allocution à cette occasion pour faire le tour des objectifs ainsi que les tenants et aboutissants du large programme de formation courte et modulaire visant à développer des compétences et des métiers aux jeunes déscolarisés, qu'ils soient de la capitale ou des régions de l'intérieur. Nous l'écoutons. L'événement d'envergure d'aujourd'hui porte un cachet particulier, car la formation, tout en apprenant à une suite logique, se singularise par le nombre considérable d'apprenants concernés et surtout le champ large d'intervention, car toutes les régions de l'intérieur en sont bénéficiaires. Cette confiance renouvelée de MEFOB a associé le ministère de l'Intérieur à la profession professionnelle de manière renforcée, témoigne de l'excellence des relations entre nos deux départements et spécialement de notre ténacité commune à poursuivre nos efforts pour mieux servir les jeunes Djiboutiens. Cet engagement s'inscrit dans la droite ligne de la politique tracée par son Excellence, le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Je voudrais donc saisir cette solennelle occasion pour exprimer à son endroit notre profonde gratitude pour son leadership éclairé et ce sens du devoir. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, ma conviction profonde est que les politiques de l'emploi et de la formation ont un rôle immense à jouer dans le développement du pays. La formation professionnelle présente des atouts considérables dans le combat contre la pauvreté, le chômage et le sous-développement. Il y a lieu de dire que la cérémonie de lancement de la formation en conduite routière qui nous réunit ces jours m'offre l'occasion de souligner
la ferme résolution de nos deux ministères à soutenir chaque effort entrepris pour mettre en place un système de formation qui réponde aux enjeux socio-économiques du pays et aux besoins spécifiques de la population. Il y a lieu de dire également que l'obtention du permis de conduire constitue le sésame et le point de départ d'un cheminement professionnel porteur d'espoir et de valorisation du capital humain pour le jeune qui se destine au métier de chauffeur et de conducteur d'engins de travaux. Et de ce côté, le docteur Jamal Meouki a mis l'accent dans son discours sur l'intérêt de donner à la jeunesse déscolarisée les moyens de pouvoir accéder à leur aspiration avec les formations et les métiers porteurs qui leur permettront d'occuper des emplois dans les projets, les chantiers mis en œuvre par le gouvernement et dans les régions. Je propose d'écouter. Grâce à une politique économique axée sur les atouts de notre nation, définie par le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre pays fait aujourd'hui partie des pays émergents du continent africain. Cette émergence se matérialise par la mise en place des infrastructures économiques génératrices d'activités et d'emplois. Nous devons donc saisir ces opportunités pour préparer l'insertion des jeunes sur le marché du travail afin qu'ils bénéficient des dividendes dans cette émergence économique. C'est un défi à relever qui permettra à notre pays d'asseoir une croissance inclusive et une richesse mieux répartie, reposant sur une valorisation de son capital humain tel que impulsé par notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, cet événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette logique et traduit formellement notre politique de développement de la formation professionnelle à travers une démarche pragmatique et des dispositifs spécifiques à chaque région pour mieux accompagner les jeunes dans les secteurs à forte employabilité. En développant une offre de formation de qualité et adaptée à la demande dans les filières à fort potentiel telles que le transport, la logistique, le tourisme, le MIFOP cherche à déployer son plan de formation professionnelle conformément à la feuille de route du gouvernement tracée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Ce plan de formation concernera plus de 4000 jeunes cette année, Inch'Allah. Je voudrais attirer votre attention sur le témoignage poignant des jeunes précédemment formés qui ont suscité en nous des sources de motivation pour accompagner davantage la formation professionnelle et la faire une réussite. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner la collaboration fructueuse et inconditionnelle du ministère partenaire et en premier lieu du ministère de l'Intérieur ici présent parmi nous. Sans oublier celui de la santé, qui ont toujours les deux constitué des piliers importants à cette dynamique de la deuxième chance et de la lutte contre le chômage. Je me retourne en particulier aujourd'hui vers les préfets et les présidents des conseils régionaux des régions de l'intérieur qui ont permis l'opérationnalisation de ce projet de formation par la mobilisation, la sensibilisation et enfin la sélection des jeunes de leurs régions respectives. Je me rappelle que cette sélection s'est déroulée dans la transparence la plus totale et a acquis l'adhésion et l'approbation de toute la population locale des régions. Je tiens à leur adresser un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que cette formation qui débutera aujourd'hui entraînera incontestablement des grands changements dans les régions. Je demande aux jeunes ici présents
d'être à la hauteur du défi, à relever et à s'engager un sérieux et un investissement de leur part. Pour conclure, je voudrais souhaiter bon courage aux jeunes, plein de réussite à cette formation et je vous remercie. Écoutons à présent les réactions du président du conseil régional, Abdurrahman Younis Aré, qui a remercié les membres du gouvernement pour ce noble geste. On est réunis ce matin ici au sein du Palais du Peuple pour la cérémonie officielle du lancement de la formation professionnelle destinée aux candidats qui ont été retenus dans les 5 régions de l'intérieur. C'est-à-dire 100 candidats retenus de la région de Dikil, 100 candidats de Tajora, 100 candidats d'Arta, d'Obok et d'Alissébié. Tous ces candidats se sont retrouvés ce matin dans la capitale, plus précisément au sein du Palais du Peuple. Donc il faut dire que depuis plus de 3 mois, des équipes émanantes du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont sillonné dans la région de l'intérieur pour pouvoir faire passer des tests aux différents élèves déscolarisés ou donc qui ont sorti du cursus scolaire pour leur donner une deuxième chance, à savoir la formation professionnelle. Et comme je l'avais encore précisé tout à l'heure, aujourd'hui c'est le lancement officiel. Donc, m'exprimant en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des présidents du conseil régional, je me permets d'adresser mes vifs remerciements au ministre de l'Éducation nationale ainsi que l'ensemble du gouvernement. Bien sûr, et tout cela s'effectue sous la houlette de la politique clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Page santé à présent. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Essar Ousmane, a présidé ce matin l'ouverture d'une salle d'accouchement et d'une urgence dans un dispensaire situé à Warabali, dans la commune de Balbala. Un dispensaire qui sera opérationnel dès samedi. Le ministre de la Santé a tenu à répondre aux demandes de la population de ce quartier. Et on prit part à cette cérémonie le médecin en chef, Dr Ali Youssouf, le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, le directeur sanitaire, Assoui Abdillahi, la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, Nema Moussa, et la directrice de la promotion de la santé, Dera Aboubakar. Et durant la visite du dispensaire et de la salle d'accouchement, le ministre a reçu les explications nécessaires de la part des équipes médicales et paramédicales comme les infirmiers et les sages-femmes. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre de la Santé, Dr Kassim Essar Ousmane, s'est félicité de la construction de ces infrastructures. Il a par ailleurs adressé à la population de veiller et de prendre soin de ce dispensaire qui est désormais le leur. On l'écoute. Mon déplacement aujourd'hui à Warabali fait suite aux doléances qui ont été manifestées lors de il y a 3 mois par la population. La population à l'époque, il m'avait demandé à ce qu'on ouvre un service d'urgence plus des salles d'accouchement. Aujourd'hui, ce sont des choses faites. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui voir de mes propres yeux procéder à l'inauguration des services d'urgence et des services d'accouchement. Donc à partir de samedi, aujourd'hui on est mercredi, à partir de samedi, ces 2 services seront fonctionnels 24 heures sur 24. Moi, ce que je demande à la population de Warabali, comme je demande d'ailleurs à toute la population, il faudrait que les gens prennent conscience que l'État fait tout ce qui est à son pouvoir. Nous sommes là pour aider, pour assister notre population. Ce n'est pas un service que nous rendons à la population, c'est notre devoir et c'est notre obligation. Mais il faudrait que la population du quartier prenne part aussi et qu'ils assument aussi leurs responsabilités. À partir de samedi, Warabali sera fonctionnel 24 heures sur 24. Et dans le reste de l'actualité nationale, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Ali Yaroub Mahmoud, a reçu ce matin dans son cabinet le secrétaire exécutif de l'autorité interne gouvernementale pour le développement, Mahib Maalim. Cette rencontre qui intervient seulement quelques jours après la célébration du 30e anniversaire de l'IGA s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les différents départements ministériels de Djibouti et cette organisation régionale. Les 2 parties ont évoqué à cette occasion les voies et moyens de mettre en place un
un partenariat efficient dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Ali Roum Mahmoud, a présenté à son hôte les grands projets en cours dans ce département ainsi que les ambitions de Djibouti pour devenir à l'horizon la première nation africaine à utiliser 100% d'énergie verte. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahmoud Maalim, a fait savoir de son côté que l'institution générale soutient en priorité les projets de caractère régional et axe sur l'intégration régionale concernant les domaines de religions et les énergies renouvelables. En nouvelle nationale toujours, une cérémonie d'ouverture de la base logistique humanitaire du Programme alimentaire mondial, le PAM, s'est déroulée ce matin au PK20. Ayant participé à cette cérémonie, le ministre des Transports et de l'Équipement, Moussa Ahmed Hassan, directrice régionale du PAM, Valérie Garnière, l'ambassadeur du Canada, Philippe Baker, et le représentant résident du PAM à Djibouti, Jack Higgins. L'objectif de cette base est de donner un support aux opérations d'assistance humanitaire à travers la Corne de l'Afrique. Cette construction est la plus large et la plus importante du PAM à travers le monde, d'une valeur de 29 millions de dollars. Le Canada a généreusement contribué à hauteur de 18,5 millions de dollars, la plus importante donation pour ce projet. Djibouti est également une porte d'entrée pour l'acheminement de vivres et pour le support humanitaire vital pour l'ensemble de la région. Et rappelant que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait posé la première pierre en 2012 et elle en est à la phase de la construction finale de cette base sera le mois d'août prochain. La directrice régionale du PAM, Valérie Garnière, et l'ambassadeur du Canada ont tous les deux remercié le gouvernement de Djibouti pour son étroite collaboration. Des réfugiés du Yémen. Mais Djibouti est également une porte d'entrée pour les vivres et pour le support humanitaire, vital pour l'ensemble de la région qui fait face à des multiples crises humanitaires. Je tiens à remercier le gouvernement de Djibouti pour son étroite collaboration, le Canada pour sa généreuse contribution, ainsi tous les donateurs qui supportent nos opérations dans la région et à travers le monde. Le rôle primordial du gouvernement djiboutien dans son soutien à cette importante initiative régionale, en fournissant le terrain nécessaire pour construire la plateforme et ainsi permettre au projet d'avancer. Nous remercions le gouvernement djiboutien pour le rôle clé qu'il continue à jouer au niveau régional dans la Corne de l'Afrique, dans ce cas précis, dans le soutien aux interventions humanitaires dans les pays de la région. En tant que partenaires, nos pays travaillent ensemble, non seulement sur ce point, mais également dans le sens de la promotion de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Les efforts de Djibouti dans le soutien de la stabilité régionale sont profondément appréciés par le gouvernement canadien, en particulier en ce qui concerne la mission de l'Union africaine en Somalie, et bien entendu pour son engagement aux côtés du Programme alimentaire mondial sur cette importante initiative humanitaire. Et de son côté, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, a rappelé que cet événement est hautement symbolique. Il a ensuite remercié les équipes qui ont travaillé sur ce projet depuis sa planification jusqu'à sa livraison aujourd'hui. On l'écoute. L'événement qui nous réunit ce matin est hautement symbolique à plus d'un titre. Il reflète d'abord l'importance grandissante de la maîtrise des opérations de transport et de logistique dans le monde d'aujourd'hui. Dans un secteur comme celui de l'aide alimentaire, d'urgence où le facteur temps est primordial, cette maîtrise est d'autant plus impérieuse qu'il s'agit de venir en aide à des populations très vulnérables qui sont l'objet de familles ou de déplacements du fait des guerres et des conflits. Dans ce contexte, grâce à toutes les installations de cette base logistique hautement performante, le PAM disposera désormais de l'outil nécessaire pour réaliser ces opérations pour la région de la Corne de l'Afrique et au-delà, dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, le choix du PAM de construire cette grande base logistique ici,
au PK20, à proximité des installations portuaires et de la future grande zone d'activité qui sera bien développée très bientôt dans le secteur, est aussi le symbole de la pertinence des orientations stratégiques décidées par le gouvernement sous la direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, pour accroître la position de hub régional de Djibouti à travers notamment la mise à disposition des infrastructures de transport modernes. La construction de cette base logistique est aussi un nouveau témoignage de la confiance accordée par les partenaires au développement à la République de Djibouti, qui est un havre de paix et de stabilité et qui est salué pour la qualité de sa coopération et de sa diplomatie au niveau international. Et ensuite, les responsables ont visité le centre logistique en question. Cette base logistique de 50 000 mètres carrés est composée de 2 hangars de stockage de donations alimentaires et de 4 silos qui permettront un des chargements les plus rapides des navires pour réduire les coûts pour le PAM et aidera également à réduire la congestion au port pour tous les utilisateurs. La base logistique du PAM préfigure du développement de l'activité logistique à grande échelle dans le pays grâce à ce réseau d'infrastructures de transport de qualité et nombreux d'autres avantages qu'offre la République de Djibouti comme sa position géostratégique ou son système économique qui lui permettent d'être très attractive dans ce domaine. Une forte délégation composée du secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mzala Youssouf Kayat, des députés Aïcha Dabar, Ouma Dabali, Hasna Oumaye, Dera ont répondu hier à l'invitation des femmes bénéficiaires du microcrédit islamique de Hayabli. La délégation conduite par le secrétaire d'État à la solidarité nationale a été accueillie chaleureusement avec des cris de joie et de danse folklorique. Cette rencontre a permis aux bénéficiaires d'exprimer tout d'abord le remerciement au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que la première dame Khadra Mohamed Haïd, puis ensuite d'exprimer leur réjouissance face au microcrédit islamique octroyé par la DDS. En effet, 300 femmes de grands quartiers de Hayabli ont bénéficié de ce programme de microcrédit. Les bénéficiaires ont témoigné également de leur expérience et de l'amélioration des conditions de vie qu'a pu leur procurer le microcrédit. Elles ont également témoigné auprès des autorités locales de l'impact que le programme a pu avoir sur leur vie et leur changement qu'il induit. Et enfin, les bénéficiaires ont remercié le président de la République pour tous les programmes qu'il a pu mettre en place pour la lutte contre la pauvreté dans tout Djibouti-Ville, mais plus précisément à Hayabli. Les députés se sont également exprimés tour à tour pour assurer leur disponibilité à écouter les femmes et travailler avec les communautés, notamment les plus vulnérables, les mères et les enfants. La rencontre s'est achevée par un repas offert par les femmes de Hayabli. Et pour sa part, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Kayat, s'est réjouie de voir autant de femmes bénéficier du microcrédit islamique. Nous l'écoutons. En nouvelle nationale toujours, lutte contre la cybercriminalité, des moyens à la mesure des menaces virtuelles. La cybercriminalité est un fléau des temps modernes. Elle revêt diverses formes. Les spécialistes en dressé une liste non exhaustive qui diffère des autres formes de crimes ou délits connus du grand public. Il cite ainsi le piratage des systèmes informatiques et des données, la cession illicite des informations personnelles, les raquettes virtuelles des cartes bancaires, les chiffrements non autorisés ou encore les interceptions des communications, les escroqueries en ligne, le blanchiment d'argent, la contrefaçon ou toute autre violation de la propriété intellectuelle. Quelle que soit sa nature, la cybercriminalité affecte aussi bien les particuliers que les entreprises et les pouvoirs publics à l'échelle planétaire. Les autorités djiboutiennes en sont conscientes et c'est pourquoi a eu lieu ce matin un atelier en ce sens présidé par le directeur général de Djibouti Télécom. Atelier qui a également vu la participation du procureur général de la République, Maki Omar, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. Premier du genre, cet atelier sert de tremplin aux professionnels de la gendarmerie, de la police nationale et des services de renseignement pour combattre efficacement ce type d'infraction
infractions complexes commises sur les réseaux informatiques. La cybercriminalité a pris une ampleur telle qu'il n'est plus envisageable de rester laxiste devant la montée en puissance des criminels virtuels qui veulent imposer leur diktat sur les réseaux Internet. Et cette prise de position avait convaincu les députés qui ont donné leur aval pour la mise en place d'un dispositif national de cybersécurité. Et dans ce sens, un texte de loi a été voté en juillet 2014 qui a été indexé aux dispositions juridiques déjà existantes du Code pénal de 1995, notamment pour les crimes et délits perpétrés dans l'espace virtuel du réseau Internet. Lors de son intervention, le directeur général de Djibouti Télécom a affirmé que le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, s'active pleinement à mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la criminalité via le net, et ce, en partenariat avec des organismes internationaux tels que l'Union internationale des télécommunications, l'UIT. Nul doute enfin que les compétences du ministère, l'autorité publique de tutelle et le gouvernement djiboutien seront mobilisés des moyens financiers et techniques à la mesure des menaces virtuelles dans la lutte contre la cybercriminalité. Et en prévision de l'exploitation prochaine de la nouvelle ligne de chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, une centaine de personnes, hautes responsables, techniciens, ingénieurs et stagiaires de la nouvelle société ont effectué dans la matinée d'hier une visite sur les tronçons de la ligne ferroviaire allant de Nagahad à Alisebiye. Cette visite organisée par la société djiboutienne de chemin de fer s'est déroulée dans de bonnes conditions, sous la supervision d'ailleurs du directeur général de la société Mohamed Roble Dabar et du chef du projet Mohamed Kherre Roble. De nombreux ingénieurs djiboutiens et des représentants du ministère de l'équipement et des transports ont effectué ce déplacement sur le terrain également. La gare centrale de Nagahad a été tout d'abord visitée. La supervisée ça s'est poursuivi par des travaux de finition, mais des locomotives neuves qui seront bientôt opérationnelles ont été vues. Le chef du projet, M. Mohamed Kherre Roble, a répondu à toutes les questions posées sur le fonctionnement de la nouvelle ligne de chemin de fer. La visite s'est ensuite poursuivie sur le reste du voie ferré et qui ont été observés dans tous les travaux du génie civil et les grandes œuvres dans les ponts de Chebele, Demerjog et Gobeto, ainsi que dans le pont de Holhol en voie d'achèvement. À leur arrivée sur le pont de Holhol, les jeunes stagiaires de la société djiboutienne de chemin de fer ont été accueillis par l'armée nationale qui leur a réservé un accueil chaleureux ayant préparé en leur honneur une pause café sous le pont de Holhol. Le colonel Omar Ali Guedi a souhaité la bienvenue à l'ensemble des jeunes et relevé l'importance de leur visite. Toujours en nouvelle nationale, la visite donc qui s'est achevée à la gare centrale d'Alisebiye qui est elle aussi en phase de finalisation. La délégation a ainsi pu s'enquérir de l'avancement de l'ensemble des travaux de construction et se sont déclarés réjouis par ce déplacement et sur ce qu'elles ont pu observer. Comme vous le savez, une centaine de stagiaires techniciens et ingénieurs confondus ont regagné le pays après une formation de 6 mois en Chine. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation ferroviaire de la nouvelle ligne de chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, les jeunes stagiaires de la nouvelle ligne de chemin de fer ont bénéficié d'une visite sur la ligne de chemin de fer. Cette visite a débuté par la gare centrale de Nagad où les jeunes ont pu découvrir les engins, à savoir les différentes locomotives. Et cette visite a été pour les jeunes stagiaires une occasion de découvrir les travaux qui les attendent. Et le directeur a aussi indiqué que la nouvelle ligne de chemin de fer diffère de l'ancienne ligne et va pouvoir renforcer encore une fois les liens économiques et commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie. Et enfin, il a souhaité bonne chance à tous les stagiaires pour le travail qui les attend. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour le reste du programme sur notre chaîne.